Au nord-ouest de la France, la Bretagne est la seule région de France métropolitaine qui soit une péninsule. Elle s'étire sur 300 km entre la Manche et l'Atlantique. Cette particularité géographique a des conséquences importantes. D'abord, les côtes bretonnes sont très longues. En comptant les îles, elles totalisent 3000 km. Les côtes présentent des aspects très variés car la nature des sols est très différente d'un endroit à l'autre. Ensuite, la mer omniprésente exerce une grande influence sur le climat doux et humide. L'agriculture a trouvé en Bretagne une terre de prédilection. Les réserves d'eau douce sont abondantes. La forêt ne représente que 12% du territoire et le relief est peu accentué. L'équilibre entre la terre et l'eau se reflète dans le paysage breton. Il n'y a quasiment pas de relief au sud de la Bretagne. Une terre entièrement tournée vers l'océan Atlantique. L'océan a façonné les rivages et profondément échancré les côtes dont les roches lui résistent depuis des millénaires. Mais là où l'océan n'a pas rencontré d'opposition, il s'avance loin à l'intérieur des terres. La proximité de l'océan a fortement influencé le mode de vie de la population. Les ports sont très fréquentés en toute saison. Quant aux maisons, elles captent le soleil, mais limitent leurs ouvertures pour offrir moins de prise au vent. L'ouverture de la Bretagne vers l'extérieur a aussi marqué son histoire. Le peuplement est très ancien, comme le prouvent les célèbres alignements de pierre, levés plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Les menhirs et les dolmens sont là quand les Celtes puis les Romains arrivent. À cette époque, la Bretagne n'existe pas comme telle. Au début du Moyen-Âge, la Bretagne forme un royaume, mais il est fragile. Il ne résiste pas aux invasions des Vikings. Le duché de Bretagne est fondé à la fin du Xe siècle. Il dépend du royaume de France. Le duché gagne en puissance et en indépendance, mais reste trop faible pour résister à la pression du roi de France. La Bretagne devient française au début du XVIe siècle, tout en développant une forte identité. La Bretagne a réussi le mélange de nombreuses influences. Parmi celles-ci, les références à la culture celtique sont très présentes. La religion catholique y a ajouté sa propre empreinte, elle-même influencée par le monde de la mer. Très particulière, la langue bretonne doit ses origines aux Celtes, qui ont aussi contribué à la diffusion de la cornemuse dans toute l'Europe. Les coiffes et les habits traditionnels achèvent de composer le tableau d'une Bretagne multiple et originale. La pêche est un des piliers de l'économie bretonne. C'est la première région pour la pêche en France. La Bretagne fournit la moitié du poisson produit dans le pays et le tiers des emplois dans le secteur. Une activité stimulée par l'invention de la conserve au début du XIXe siècle. Le secteur de la pêche ne se limite pas aux poissons. Les huîtres sont aussi concernées. La Bretagne assure près du tiers de la production française. De nombreuses activités sont liées à la mer, comme les chantiers navals par exemple. L'agriculture est un autre secteur clé en Bretagne, la première région agricole de France. Les terres agricoles occupent 65% du territoire, mais elles ne génèrent que 6% des emplois. Une terre acide, favorable aux hortensias. Le vent fournit la plus grande part de l'énergie renouvelable en Bretagne. C'est un véritable atout puisque 90% de l'énergie produite dans la région est renouvelable. Un tiers de plus en 10 ans. L'une des ressources les plus anciennes est le sel marin qu'on récoltait déjà avant notre ère. L'éloignement de la Bretagne a longtemps été pénalisant pour son développement. Aujourd'hui, les infrastructures se sont multipliées pour sortir de l'isolement les endroits les plus reculés. Les transports maritimes sont essentiels dans la zone qu'on appelait jadis Armor, c'est-à-dire près du littoral, en breton. La quasi-totalité des îles ne sont accessibles qu'en bateau, un mode de transport utilitaire dans un premier temps qui est devenu aussi un mode de loisir par la suite.
Dire que les Bretons sont des marins est presque un pléonasme. Le bateau est chez eux une deuxième maison, voire même une seconde nature. Le bateau est en Bretagne le plus court chemin entre la mer, la terre et le temps. Les frontières et les composantes de la Bretagne ont évolué à travers l'histoire. Ainsi, le département de la Loire-Atlantique fait partie de la Bretagne historique. Il est pourtant administrativement rattaché à la région des Pays de Loire. Baignée par le grand fleuve, la ville de Nantes est l'ancienne capitale du duché de Bretagne. Le château des Ducs de Bretagne est d'abord une forteresse défensive. Elle protégeait l'indépendance du duché face au pouvoir royal. Mais c'est aussi une résidence agréable qui a le charme des châteaux de la Loire. Les premières influences de la Renaissance italienne y apparaissent. L'élégance du château doit beaucoup à la duchesse Anne de Bretagne, couronnée 2 fois reine de France. Le tramway de Nantes est un des plus fréquentés de France. Il dessert la 6e ville française établie à 50 km de l'océan, dans une plaine qui annonce l'estuaire de la Loire. La construction de la cathédrale gothique Saint-Pierre a duré près de 5 siècles. La cathédrale témoigne, avec les bâtiments du centre historique, de la prospérité économique et du développement constant de la ville. Plusieurs destins personnels sont liés à la réussite de Nantes. C'est le cas de Louis Lefebvre-Utile, créateur à la fin du XIXe siècle de l'inimitable Petit Lu. À l'emplacement d'anciens chantiers navals établis sur l'île de Nantes, un énorme pachyderme transporte les visiteurs. Les machines de l'île sont des créations artistiques ludiques à mi-chemin entre Jules Verne et Léonard de Vinci. Une initiative peu banale qui fait revivre l'histoire industrielle d'une ville et de son port, ouvert sur les tropiques. Le plus long fleuve de France donne à la région nantaise une vraie personnalité. C'est aussi un fil conducteur pour le Voyage à Nantes, un itinéraire consacré à l'art contemporain. Oui, la Maison dans la Loire est une œuvre d'art et la Villa Cheminée en est une autre. Au bord d'un affluent de la Loire, une ville historique. Clisson fut détruite lors de la Révolution française puis reconstruite sur le modèle de cité toscane par 2 frères originaires de Nantes. L'un était peintre, l'autre était diplomate. Dans la vallée de la Sèvre nantaise, les frères Cacot s'installent et s'inspirent de leur séjour en Italie pour faire de Clisson un hommage à la grâce italienne. Clisson est à la limite du vignoble nantais, une région traditionnelle de Bretagne. Le cépage introduit de Bourgogne pour sa résistance au froid lui a valu sa notoriété. C'est lui qui produit le fameux muscadet. Philippe Ménard est vigneron à Clisson. Il connaît toutes les particularités du muscadet blanc et sec. Un vin en parfait accord avec les ressources de la région. Donc vous avez une bouche très typique d'un muscadet, c'est vraiment sur lit. Il est légèrement acidulé en début de bouche, mais pour laisser place à une onctuosité très caractéristique d'un vin de très grande qualité. Et ce type de vin peut très bien aller évidemment sur les fruits de mer, mais également aussi sur les poissons élaborés tels que le célèbre beurre blanc du pays nantais. La Loire s'élargit fortement à son embouchure. On a tendu un pont sur plus de 3 km pour en relier les 2 rives à hauteur de Saint-Nazaire. Il faut remonter très loin dans le temps pour trouver les origines du port de Saint-Nazaire, bien avant notre ère. Aujourd'hui,
C'est le premier de la côte atlantique française. Il s'étend sur 65 km le long de l'estuaire de la Loire. Plus au nord, sur la Côte d'Amour, la station balnéaire de La Baule est bordée par l'une des plus belles plages d'Europe. Le sable blanc, fin et bien entretenu, a servi la réputation de l'endroit. Les vacances à La Baule étaient réservées à la bourgeoisie lors de sa fondation à la fin du XIXe siècle. La ville en a gardé des témoignages architecturaux et un goût prononcé pour les sports équestres comme le polo. Les joueurs apprécient beaucoup les installations locales, même s'ils viennent d'ailleurs. Les belles infrastructures en Bretagne sont ici, sachant qu'on a la chance, nous, dans le Finistère, d'avoir aussi beau terrain. Donc pour venir rencontrer des belles équipes, on se déplace à La Baule. La plupart des marais salants se trouvent dans le sud de l'Europe. Mais à Guérande, on récoltait déjà le sel de la mer au premier millénaire avant Jésus-Christ. La technique utilisée aujourd'hui a été mise au point par des moines du Moyen Âge. Dans les bassins à faible profondeur, l'eau s'évapore rapidement. Michel Évin est paludier. Là, on est dans une période un peu particulière, c'est la récolte. Mais le paludier, c'est un métier, ça veut dire qu'on est occupé et on travaille toute l'année. C'est la marée qui approvisionne la saline en eau de mer. L'eau s'évapore, la concentration du sel dans l'eau restante augmente, ce qui permet sa cristallisation. Chaque litre d'eau contient 280 grammes de sel. Le chlorure de sodium se dépose en deux couches bien distinctes. Le sel de surface, la fleur de sel, c'est un sel plus pur, plus goûteux, donc c'est le sel de table. Et l'autre sel, le sel gris, le gros sel, lui, il est plus gros, plus gris, un peu moins soluble, mais nutritivement parlant, plus riche. Au Moyen Âge, Guérande est prospère. Comme elle est productrice de sel, elle ne doit pas payer la gabelle, l'impôt sur le commerce du sel. Un avantage qui a favorisé le développement de la ville. Dans la localité du Pouliguen, les traditions sont bien vivantes. On parlait encore breton dans certains villages de la région à la fin du XIXe siècle. Les plus jeunes générations sont associées aux manifestations du folklore. C'est la culture celtique qui descend dans la rue. Le pays bigoudin au sud du Finistère est bien représenté. Les jeunes filles ont de bonnes raisons de participer au défilé. Je suis bretonne, je suis née en Bretagne, je vis en Bretagne depuis que je suis toute petite. Déjà, j'allais voir les défilés l'été et ça m'a donné envie de commencer. Il faut dire que le rythme entraînant des danses bretonnes incite le public à participer.
Pour s'initier à la danse bretonne, c'est très simple. Et les filles qui font gars, on lève la main. On y va. 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. On avance. 3, 4 et ça change. Attention. On recule, on fait tourner la fille. Les origines des danses bretonnes remontent loin dans le temps. La danse servait après les travaux de la terre. Les danseurs se réunissaient sur les lieux d'ébattage, par exemple, et se défoulaient en dansant. Et puis après, la danse a été interdite par la religion et ça a été remis au goût du jour dans les années 70. La danse est aussi un moyen de s'identifier. Tous les Bretons ne dansent pas, mais ceux qui dansent sont très accrochés. Et quand ils vont avoir appris à danser, si par exemple ils vont à Paris ou ailleurs, comme à New York, comme à Tokyo, il y a des gens qui dansent les danses bretonnes. La fête bretonne au Pouliguen, comme partout, serait incomplète sans crêpes. Dans la recette, un ingrédient est très important. C'est surtout la farine. La farine de sarrasin est un élément important pour donner sa saveur à la crêpe. Une fête qui se déroule la nuit, cela s'appelle un fest-noz en breton. Grâce au succès et à la diffusion de la musique bretonne, le fest-noz d'origine rurale a fait des émules bien au-delà de la Bretagne. Dans le département du Morbihan, le golfe du même nom est tellement grand et son entrée tellement étroite qu'on peut parler d'une mer intérieure. D'ailleurs, en breton, Morbihan signifie petite mer. Mais les îles sont tellement nombreuses que la terre n'est jamais loin. Le golfe du Morbihan est long de 20 km et est bordé par une palette de paysages très variés. L'étendue d'eau est alimentée par l'océan qui la remplit à marée haute et par 4 rivières. Les bateaux sont innombrables, mais à marée basse, la navigation n'est plus possible à certains endroits, lorsque l'eau retourne vers la mer à la vitesse d'un torrent. Sur la rive nord du golfe, la ville de Vannes est la préfecture du département. On entre dans la vieille ville par la porte dédiée à Saint Vincent Ferrier, un dominicain espagnol mort à Vannes au début du XVe siècle. Ses reliques sont conservées dans la cathédrale gothique Saint-Pierre. La cathédrale est construite en pierre, mais au Moyen Âge, la plupart des maisons dans les villes étaient construites en bois. Les maisons qui bordent le port sont plus récentes. C'est d'ici que part la navette chargée de faire le tour du golfe du Morbihan. Elle relie aussi les îles principales. Parfois très petites, les îles du Golfe sont une quarantaine environ. Quelques îles sont privées et certaines résidences font rêver. Mais tout en étant privées, certaines ont une fonction précise, de service public. Ainsi, la Maison Rose doit rester rose, car elle sert de repère aux bateaux. Arles est le nom d'une île, mais c'est aussi le nom d'une commune archipel qui regroupe 9 îles. L'île d'Arles a le charme d'une île du bout du monde, mais cela peut poser quelques problèmes pratiques. Il n'y a rien à l'île d'Arles. Il n'y a pas de chaise. Le vélo est le moyen idéal pour faire le tour de l'île et en apprécier le charme. La faune locale ne présente aucun danger, même si en breton, île d'Arles signifie île de l'ours. Le patrimoine immobilier de l'île est remarquablement conservé en dépit du climat océanique et des embruns salés.
Le plus exposé aux éléments marins est le moulin de Bernot. Il remonte au Moyen-Âge, mais il a été restauré. La roue est entraînée par la marée et la meule est même redevenue opérationnelle. La Bretagne bénéficie d'un climat très doux grâce à l'influence du Gulf Stream, qui se fait bien sentir dans le golfe du Morbihan. Le courant chaud de l'Atlantique favorise une végétation méditerranéenne sur l'île aux moines. L'île appartenait jadis à des moines qui la cultivaient, mais n'y habitaient pas. L'écho de leurs chants y subsiste encore. L'île a été habitée bien avant l'arrivée des moines. Plusieurs menhirs en donnent la preuve. Toute ressemblance avec des personnages réels est strictement due au hasard. En direction de l'ouest, mais cette fois sur le continent, la géométrie des alignements de menhirs est impressionnante. Les alignements de Karnak ont été réalisés entre le 5e et le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Leur fonction est toujours inconnue, même si différentes explications ont été avancées. Le site aurait pu être destiné à des cérémonies, mais on ignore lesquelles. Les pierres pourraient aussi délimiter les allées d'un lieu de culte. Il n'y a pas que des menhirs à Karnak. Il y a aussi des dolmens, comme ceux de Mané-Kérionède. Ici, on a des certitudes. On sait que le dolmen à couloir est une sépulture, couverte à l'origine d'un tumulus, un monticule de terre et de pierre. Les sépultures mégalithiques ont différents aspects en Bretagne. Le tumulus d'air gras possède un caveau fermé. Il est associé à un grand menhir brisé. La tombe appartenait sans doute à un personnage important. En survolant les berges de la baie de Quiberon, on se dirige vers la presqu'île du même nom. Les vagues sont favorables à la pratique du surf tout le long de la côte orientale de la presqu'île. La côte ouest de la presqu'île est très différente. Elle est exposée à la houle de l'Atlantique. C'est la côte sauvage. Elle livre un combat permanent à l'océan en se protégeant derrière des rochers infranchissables. François Danet est peintre. Il a choisi de s'installer dans cet environnement austère auquel il ajoute quelques rondeurs. C'est la rudesse de la côte qui l'attire. Évidemment, point de vue des éléments, elle est quand même, surtout l'hiver, est très dure. Il y a souvent des naufrages, encore à l'heure actuelle, des bateaux qui viennent à la côte. Et c'est une côte dangereuse, donc je pense que c'est au premier degré déjà qu'elle est sauvage. L'homme, lui aussi, a dû se défendre. L'entrée de la presqu'île est marquée par un fort défensif au départ et qui est comme une pâtisserie, un gâteau qui sortirait comme ça, qui émergerait d'une dune de sable et qui vraiment, pour les gens qui viennent à Quiberon, indique l'arrivée. La presqu'île était une île à l'origine, qui a été reliée au continent par les sédiments. Quiberon se trouve à l'extrémité sud de la presqu'île. Les Anglais ont débarqué au milieu du XVIIIe siècle. Ils ont rencontré une forte résistance, mais en fin de compte, après des combats acharnés, les Bretons ont été battus. Après la Révolution, les Bretons peu rancuniers ont fait appel aux mêmes Anglais pour les aider à rétablir la monarchie, mais sans succès.
L'invention de la conserve en fer blanc a été très bénéfique pour Quiberon. Le port s'est en effet spécialisé dans la pêche à la sardine. Les femmes mettaient en boîte ce que les hommes rapportaient de l'océan. Au sud de Quiberon, Belle-Île-en-Mer est la plus grande des îles bretonnes. Elle dresse des falaises respectables qui bordent un vaste plateau. Belle-Île attirait les convoitises. C'était en effet une des rares îles de la côte atlantique française à disposer de réserves en eau potable. Les moines qui en étaient propriétaires, puis Vauban au XVIIe siècle, s'efforcèrent d'en protéger les accès. Cela n'empêchera pas les Anglais de prendre possession de l'île et d'en faire une monnaie d'échange avec la France. Au nord de l'île et au bord d'une profonde découpe dans le rivage, se niche la localité de Sauzon. En breton, village se dit Caire. Le nom de Kersozon, celui du navigateur français, trouve ses origines ici. Les moines ont défriché l'île au IXe siècle. Ensuite, ils l'ont divisée en parcelles égales qu'ils ont attribuées à différentes familles. Les propriétaires de l'île ont toujours surveillé de près la plage des Grands Sables, très ouverte sur l'extérieur. La presqu'île de Quiberon est une ancienne île rattachée au continent. Pour Belle-Île, c'est l'inverse. Elle s'est détachée du continent. Et en raison de l'érosion, beaucoup d'îlots ont disparu. La côte nord est la plus protégée parce qu'elle fait face au continent. Mais l'érosion est infatigable. À la pointe des Poulains, le phare n'est plus accessible à pied à marée haute. Le sud du Finistère et le nord du Morbihan se rejoignent sur une côte atlantique très découpée. C'est dans l'une de ces découpes qu'une localité importante apparaît. Lorient est établie au fond d'une rade bien abritée, à l'embouchure de deux rivières. Le lieu était idéal pour y installer un port en toute sécurité. Dès la fin du XVIIe siècle, la Marine royale y a pris ses quartiers. Le port de Lorient doit son développement à la Compagnie française pour le commerce des Indes orientales, créée par Colbert au milieu du XVIIe siècle. La ville sera complètement détruite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en raison de son port stratégique. À Lorient, on a fait une croix sur le passé. En revanche, le bateau est plus que jamais d'actualité. Des milliers de marins se reconnaissent dans le visage du navigateur Éric Tabarly, fondateur de la Cité de la Voile. D'une manière très didactique, on y explique comment les voiliers sont conçus et aussi comment les utiliser. Donc là, nous sommes dans l'élément central de la Cité de la Voile. C'est un espèce de grand pont de bateau dans lequel on va retrouver tous les éléments qui composent l'architecture d'un bateau. Et puis on va proposer au grand public de manipuler notamment ce qu'on appelle le moulin à café, le winch, qui permet d'hisser les grands voiles sur les bateaux de course. Alain Gauthier est en train d'hisser la grand voile de son Foncia et le jeune homme est en train d'hisser sa propre voile. Et l'idée, c'est d'aller plus vite qu'Alain Gauthier. Donc là, félicitations, puisqu'il y est parvenu brillamment. Pour passer à la pratique, on s'entraîne d'abord avec des modèles réduits. Le ventilateur garantit un vent constant et le gilet de sauvetage n'est pas nécessaire. Ensuite, on peut passer aux choses sérieuses, avec du vrai vent et un vrai skipper. C'est dans l'action qu'on apprend le plus vite. À Lorient sont réunis quelques-uns des grands voiliers qui traversent les océans, les Formule 1 de la mer, comme le Penduic, le premier bateau d'Éric Tabarly. La base de sous-marins créée par les Allemands à Lorient pendant la guerre entraîna la destruction de la ville.
l'optimisation de l'espace est une véritable prouesse dans un sous-marin. Aujourd'hui, la conception, la réalisation et l'équipement d'un sous-marin à propulsion nucléaire n'ont que de lointains rapports avec les anciens submersibles. Les îles du Ponant désignent 15 îles bretonnes qui répondent à plusieurs critères, dont celui d'être habitées en permanence. Au sud de l'Orient, l'île de Groix en fait partie. En taille, avec ses 8 km de long, c'est la deuxième des îles bretonnes. Elle attire nombreux les visiteurs. L'île de Groix a vu passer de nombreux envahisseurs, vikings, anglais ou hollandais. L'île a longtemps été un port important pour la pêche au thon blanc, d'où, au sommet du clocher, une girouette inhabituelle. Sur la côte nord, Port-Laid serait le plus petit port d'Europe. Mais la valeur ne dépend pas que de la superficie. On produit à proximité une curiosité qui fréquente les eaux peu profondes du littoral. Il en existe une 60aine d'espèces. On élève ici un mollusque à coquille unique, l'ormeau. Alors l'ormeau, c'est un coquillage gastéropode assez rare qu'on trouve uniquement en Bretagne. Donc il y a plusieurs races sur la planète, mais le préféré sur la planète, c'est le breton, le nôtre. Donc il mange des algues, c'est un brouteur, c'est de la famille de l'escargot. Et donc il s'élève dans le noir parce que c'est un nocturne. L'ormeau a besoin d'une eau bien oxygénée et doit rester à l'abri de la lumière. Donc voilà l'animal. Il a une coquille, une ventouse et il se déplace et on mange le muscle. Voilà. Un, il est rare. Deux, il a un goût fabuleux qui est indescriptible, qui est entre la Saint-Jacques, le riz de veau. C'est d'une finesse exceptionnelle. Sur l'île de Groix, au premier abord, le paysage ressemble à un paysage breton classique. Pourtant, l'île se distingue des autres régions avec une plage, celle des Grands Sables, qui change de forme tout en se déplaçant en fonction de la force des courants. Et surtout, un taux d'ensoleillement exceptionnel. Le profil géologique de l'île est aussi particulier. On y trouve des roches bien caractéristiques, à tel point qu'on a créé une réserve naturelle d'intérêt minéralogique. C'est la seule du genre en France. Retour sur le continent et le paysage découpé en de multiples parcelles. Les paysans ont dû partager les terres entre tous leurs enfants, d'où les haies pour diviser les parcelles. Dans le Morbihan, la ville de Hennebont remonte au Moyen-Âge. La basilique Notre-Dame de Paradis, au style gothique flamboyant, et les tours Bro-Hérec, érigées au XIIIe siècle, sont les fleurons de son patrimoine. Tous les ans, au mois de juillet, les médiévales d'Hennebont attirent la grande foule. En costume et en défilé, on vit à l'heure du Moyen-Âge. On soigne les détails pour que la reconstitution soit digne d'une ville fortifiée par le duc de Bretagne. Les accessoires font plus vrai que nature et l'ambiance est détendue grâce aux moines saboteurs. Nous sommes les moines saboteurs. Nous sommes les moines saboteurs. De marcher nous fait pas peur. De marcher nous fait pas peur. On a fait vœu de silence. On a fait vœu de silence. Sauf pour marcher en cadence. Sauf pour marcher en cadence. Certains prennent leur rôle très au sérieux. Je ne peux vous parler. Pour la partie pédagogique, les artisans font la démonstration de leur savoir-faire. On coule le plomb fondu
et on lui donne très facilement une forme. On l'utilise aussi pour battre de la monnaie. Au Moyen-Âge, les pièces de monnaie étaient faites notamment en cuivre, en argent ou en or. La tête de porc est authentique et l'ambiance conviviale aussi. Les tournois du Moyen-Âge regroupaient plusieurs épreuves. Pour les yeux d'une belle, on pouvait montrer son adresse, sa force et son courage, en prenant souvent beaucoup de risques. C'était une façon de s'entraîner et de garder la forme en temps de paix. Le défilé est le temps fort des médiévales d'Edmond. Chacun y fait la démonstration de son talent. Petits et grands trouvent leur compte dans un défilé qui rappelle la dureté d'une époque, mais aussi les charmes du Moyen-Âge. Dans le sud du Finistère, le Bélon est une rivière qui se jette dans l'océan en formant un estuaire. La notoriété du cours d'eau s'est répandue bien au-delà de ses rives. En effet, il a donné son nom à une huître plate d'une grande finesse, très appréciée des connaisseurs. Dans cette rivière de Bélon, il y a un mélange d'eau douce et d'eau de mer. En pleine mer, il y a 35 grammes de sel par litre d'eau. Ici, il n'y a que 15 grammes de sel par litre d'eau, ce qui fait que l'huître est beaucoup moins salée. Et en plus, les sous-sols et les rivières qui viennent du centre-Bretagne par les failles rocheuses là, sont très riches en fer. Et on m'a toujours dit que c'est cette rouille, là, ce fer, qui donne ce fameux goût de noisette. Les inconditionnels préfèrent la consommer nature, sans citron, vinaigre ou échalote. Ah, elle est divine. Il y a le goût qui éclate en bouche, quoi. La rivière Avesnes a donné son nom à une petite localité réputée dans le monde entier pour avoir inspiré de nombreux peintres dès le milieu du XIXe siècle. Pont-Aven a notamment influencé le travail de Paul Gauguin. Le musée des Beaux-Arts abrite plusieurs œuvres de l'école de Pont-Aven. L'appellation « École de Pont-Aven » a été inventée après coup pour regrouper des artistes au style et au succès très variés. Pont-Aven est aussi connu pour le traumad, une expression bretonne qui signifie « les bonnes choses ». C'est le nom que portent les fameuses galettes de Pont-Aven, un biscuit sablé réalisé avec de la farine de froment, du sucre, du lait, des œufs et du beurre salé. Et donc ce qui fait la particularité de la galette de Pont-Aven, c'est qu'elle est très très fine et comme elle est sucrée, elle est croustillante, un peu caramélisée en bouche. Un croustillon avec un café, c'est terrible. Beaucoup de localités bretonnes se sont établies dans la vallée d'un fleuve côtier. Plus exactement, autour du pont, qui marque la limite de la navigation. C'est le cas à Pont-l'Abbé, un passage obligé qui a rapidement été protégé. La fête des brodeuses est aussi un lieu de passage obligatoire au mois de juillet. Les plus beaux vêtements traditionnels descendent dans la rue. Broderies minutieuses, coiffes amidonnées et dentelles aériennes. Le maire est fier de l'événement, car la fête existe depuis plus d'un demi-siècle. La fête des brodeuses, c'est tous les ans l'apothéose du joint entre les traditions, l'art local et l'avenir.
Les coiffes des Bretonnes sont d'une exceptionnelle finesse. Elles varient d'une région et même d'une localité à l'autre. Le cortège avance au rythme du bagad, le nom d'une formation musicale composée d'instruments à vent et de percussions. Certaines danses bretonnes remontent au Moyen-Âge. Elles sont collectives, car elles émanent d'une société rurale très communautaire. Les danses en couple n'apparaissent d'ailleurs que beaucoup plus tard, à la fin du XIXe siècle. Pour les participants, attention, il ne s'agit pas d'une simple fête costumée. La fête des brodeuses affirme l'identité bretonne. Pour tous les jeunes qui sont dans les cercles ou les bagades, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est notre culture, en fait, on le vit vraiment au fond de nous, quoi. Et c'est pas, on se sent pas déguisé ou tout ça, mais c'est vrai que je pense qu'à Paris, ça peut paraître un petit peu, c'est du folklore et les déguisements pour eux, mais pour nous, c'est vraiment, c'est notre culture, quoi. L'identité bretonne a dépassé largement les limites du pays bigoudin. L'Atlantique fait aussi partie du patrimoine au pays bigoudin. Dans le port du Guilvinec, l'océan est même une raison de vivre. Le Guilvinec est le premier port de France pour la pêche artisanale. Et quand, à la fin de l'après-midi, les pêcheurs reviennent, les quais s'animent de gestes 1000 fois répétés. On décharge les crustacés dans un balai parfaitement réglé avant de céder la place aux bagues de longs merlus et à l'impressionnante baudroie. Là, il y a beaucoup de poissons, pas beaucoup de langoustines en ce moment, mais beaucoup de merlus. Pour le poisson comme pour tout, c'est l'offre et la demande qui font le prix. Mais aujourd'hui, la vente à la criée a bien changé. Les cris des acheteurs ont été remplacés par l'informatique. On achète de la langoustine. Oui, la langoustine vivante, là, tout à fait. On appuie sur le bouton, là, on a un bouton, et on appuie. On n'arrête pas le progrès et les langoustines suivent le mouvement. Travailler sur l'océan n'est pas sans danger. C'est pour réduire les risques qu'a été créée la Société nationale de sauvetage en mer. Les sauveteurs sont bénévoles et interviennent par tous les temps. Ils s'entraînent pour améliorer encore l'efficacité de leurs interventions. Il y a un homme qui va tomber à la mer, donc on va faire la manœuvre pour le récupérer le plus rapidement possible et l'embarquer à bord pour lui faire prodiguer les premiers secours. Des milliers de personnes sont secourues chaque année, car les sauveteurs opèrent dans toute la France, y compris les territoires d'outre-mer. On est en alerte 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Dès qu'il y a une alerte, on doit intervenir dans les 10 minutes. L'année dernière, on a dû récupérer deux personnes, dont une qu'on a recherchée toute la nuit, qui était sortie le soir avec un kayak de mer pour la pêche. Et on a patrouillé toute la nuit et on l'a retrouvé au petit matin, mais il était décédé. Les sauveteurs en mer sont des bénévoles qui dépendent de la générosité du public. Au confluent de deux rivières, la ville de Quimper est le chef-lieu du Finistère. Dans la vieille ville, beaucoup de maisons du Moyen-Âge sont à pans de bois. En Bretagne, la pierre n'est pourtant pas rare, mais le coût des bâtiments en pierre était bien supérieur. La cathédrale gothique du XIIIe siècle est une des plus anciennes de la région. Elle est dédiée à Saint Corentin, l'un des 7 saints fondateurs de la Bretagne, comme Saint Malo ou Saint Brieuc. Saint Corentin a été le premier évêque de la ville. Dans l'ancien palais épiscopal s'est installé le musée départemental breton. C'est un musée de société, c'est-à-dire qui présente des aspects différents de la mémoire collective. Il donne un aperçu archéologique ou historique classique et présente aussi des techniques artisanales et des disciplines artistiques comme la peinture.
Une section est consacrée à la faïence de Quimper, dans une collection en perpétuelle évolution. C'est d'autant plus vrai que les faïences sont encore aujourd'hui réalisées à Quimper, dans le plus pur respect des traditions. Alors on se trouve dans la manufacture, c'est-à-dire que c'est un îlot de 2300 m² sur 3 niveaux. Il y a un étage qui est entièrement consacré à la production, donc c'est de l'artisanat industriel. Donc on produit des moules, on produit des statues, et ensuite elles sont émaillées, décorées. Donc ça a plusieurs siècles, et ça on va le perpétuer, même si on fait appel aujourd'hui à des nouvelles questions de design, des nouvelles techniques de CAO, conception assistée par ordinateur. De toute façon, la fabrication restera traditionnelle, et tout ici est authentique, c'est fait à la main. Le long des côtes bretonnes, la navigation est compliquée par la présence d'innombrables roches qui affleurent. C'est le rôle des phares d'assister les marins lorsque l'approche est dangereuse. Depuis la fin du XIXe siècle, sur la pointe de Saint-Pierre, à Pinmar, dans le Finistère, se dresse le phare d'Eckmühl. Les murs sont construits en pierre de Kersanton, du nom d'un hameau situé non loin de Brest. Le phare culmine à une hauteur de 65 mètres. Le feu est visible à près de 50 km de distance. Au pied de la tour se lèvent 2 phares plus petits. Le terrible naufrage de 1925 est évoqué dans le musée des phares et des balises. Sur l'océan déchaîné, 12 marins pêcheurs et 15 sauveteurs périrent à proximité de la côte. La catastrophe bouleversa la France entière. Sur une presqu'île de la baie d'Audierne, en mer d'Iroise, la pointe de la Torche attire les passionnés d'ornithologie et les amateurs de sensations fortes. Le site est un des hauts lieux du surf en Bretagne. Surfer ici n'est pas sans risque, car la houle est forte et les courants violents. Le Finistère porte un nom très explicite. C'est ici que les terres finissent. Le continent européen ne va pas plus loin. En face, c'est l'Amérique. Même au bout du monde, les oiseaux sont toujours chez eux. À la pointe du Raz, ils se rassemblent par milliers à proximité des falaises. Pourtant, la mouette tridactyle vit en haute mer. Elle ne se rapproche des côtes que pour la reproduction. Les nids occupent quelques centimètres carrés à peine au-dessus du vide. Étudier les mœurs de ces oiseaux sur place relève de l'acrobatie. On travaille sur cet oiseau-là parce qu'on en a beaucoup à la fois, parce qu'il est aussi il est difficile d'accès. Vous voyez que ce n'est pas très simple pour y arriver. Mais une fois qu'on maîtrise les techniques, on voit très bien les oiseaux qui sont marqués individuellement. À partir de la fin du mois d'août et jusqu'au début du mois de janvier, ils vont se disperser sur la totalité de l'Atlantique Nord. Ils vont directement aller au Groenland et puis à Terre-Neuve. La nature se mérite. Il est impossible de la respecter sans la comprendre. La Bretagne est aux premières loges de la nature. Les marées remontent loin dans les terres et en vagues successives jusqu'au plus profond des Bretons. La terre a été disciplinée. On lui a donné des limites qui ont changé avec l'histoire, mais les traditions sont immuables. Où finit la mer? Où commence la terre? Les Bretons eux-mêmes ne le savent pas toujours. Mais peu importe, ils savent qu'ils sont Bretons et qu'ils le resteront. Entre la mer, la terre et le temps.